On change un petit peu de sujet et d'univers puisque on passe cette fois-ci dans l'éclairage. Alors on voit couleur et éclairage. Merci à tous ceux qui sont restés en ligne ou nous ont rejoints. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est dans une semaine thématique avec 20 étudiants de première année de l'Institut d'optique qui ont une semaine sur couleur, lumière, couleur, patrimoine. Donc voilà, on est en plein dedans. Et Lionel, je te laisse la parole pour ce deuxième exposé. Voilà, merci beaucoup Mathieu. J'espère que la pause a été courte, hein. Je suis désolé, j'ai un petit peu débordé. C'est difficile à estimer, hein, le temps de présentation. Là, j'espère que C'est la je vais règle être. jusqu'à présent. Ça, les conséquences de la passion. Donc là, je change de sujet effectivement, et donc je vais vous parler de la couleur des sources de lumière. Le sujet peut paraître peut-être comme ça un petit peu, on va dire, bateau, mais en fait, c'est pas si trivial que ça, car les sources de lumière, on parle plutôt de sources de lumière blanche, et d'un point de vue technologique, l'enjeu a souvent été de faire des sources de lumière blanche, justement. Donc finalement, les sources de lumière colorée sont plus une exception qu'une règle générale. Alors pour mon plan, j'ai opté, alors je vais remettre mon petit pointeur laser si jamais j'en ai besoin, et puis je vais opter pour un hommage à Newton avec 7 couleurs et 7 parties. Alors je ne vais pas les détailler, je vais y aller directement, hein. Et je vais commencer justement par les couleurs des lumières blanches. Voilà, ce qui peut paraître un peu antinomique, on parle de lumière blanche, mais on va quand même malgré tout définir des couleurs pour ces lumières blanches. Et donc, il faut commencer, quand on parle de couleurs, de lumière colorée, je pense que ça débute avec Newton, avec son expérience cruciale. Alors, je rappelle juste que Newton observe donc la dispersion de la lumière blanche par un prisme, mais qu'il ne faut pas oublier que dans on pourrait dire, une sorte de démonstration expérimentale, il n'utilise pas un prisme, mais 2 prismes. En fait, il va sélectionner une couleur en sortie de son premier prisme, et il va le faire passer sur un deuxième prisme pour montrer que, eh bien, le rayon, par exemple, si c'est du vert, reste vert, il ne se recombine pas, il ne se transforme pas en blanc. Voilà. Donc, pour montrer que finalement, c'est la lumière blanche qui est composite, et c'est la couleur, on dirait aujourd'hui la longueur d'onde, qui est l'élément de la lumière. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on imaginait à l'époque, et puis ce qui va à l'encontre même du symbolisme qui persiste, où on pense que la lumière blanche est toujours symbole de pureté. Donc voilà, si on veut parler de lumière colorée, il faut bien entendu parler de Newton, et on est déjà donc à la transition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors, on doit parler, alors je pense que c'est des notions que vous connaissez bien, on va parler évidemment du corps noir, qui est un corps un peu idéal. Et l'avantage, c'est que le corps noir, on peut paramétrer, c'est une température, ça donne un spectre, et donc ça donne une couleur. C'est ça qui est intéressant. Je rappelle que le corps noir est véritablement noir à 0 Kelvin, il n'émet aucune radiation. Et puis, aux températures usuelles, disons 20 degrés, là, on a de l'émission, mais uniquement dans l'infrarouge. Et la loi de Planck là, nous donne le spectre de ce corps noir. Donc là, j'imagine que je fais des rappels que vous connaissez tous, mais c'est important. Vous augmentez la température, vous augmentez la luminance émise, et en plus, le spectre se décale vers les basses longueurs d'onde. Voilà un petit peu avec 3000, 4000 et 5000 Kelvin. Alors, si une température égale une couleur, on peut représenter sur le diagramme de chromaticité XY de la CIE la courbe du corps noir, là qui part ici, là dans les rouges,
et qui arrive ici pour une température de couleur infinie. Et on définit la notion de couleur de température proximale en français et en anglais correlated color temperature, qui est une notion colorimétrique qui permet d'associer à une source de lumière la température de couleur la plus proche d'un point de vue colorimétrique. Et donc vous avez là les courbes qui sont, les segments qui coupent la courbe du corps noir sont des droites d'iso température de couleur. Donc il n'y a pas de corrélation a priori entre la température de couleur et la température de couleur proximale et la température de couleur réelle, la température réelle de la source d'émission de lumière, sauf pour un corps noir justement. Alors je vous montre l'illustration que j'ai choisie, c'est une installation d'un artiste danois, Olafur Eliasson, qui s'appelle Room for One Color, qui est un artiste qui travaille beaucoup sur ses perceptions, sur les sources de lumière. Et là, c'est simplement une source de sodium basse pression qu'il utilise, qui fait un rayonnement monochromatique à 589 nanomètres. 559 nanomètres, je l'ai placé ici dans le diagramme de chromaticité, hein, donc c'est monochromatique, donc vous êtes sur ce qu'on appelle le spectrum locus, le lieu du spectre, c'est une couleur spectrale, et on est très proche du corps noir. Ça correspondrait à un corps noir d'environ 1800 Kelvin. Donc d'un point de vue chromaticité, c'est très proche. D'un point de vue rendu des couleurs, évidemment, c'est opposé, puisque vous êtes en monochromatique, donc vous n'avez aucun rendu des couleurs. Ce qui fait qu'on a une impression de voir simplement une modulation de la luminosité, de la clarté, sans variation de teinte, alors qu'avec le corps noir à 1800 Kelvin, on aurait une restitution tout à fait correcte des couleurs. Donc, évidemment, la température de couleur n'est pas suffisante pour qualifier complètement une source de lumière. Je continue avec les couleurs pour un forgeron. On peut dire un métal chauffé, c'est très proche d'un corps noir. Il y a des petites variations, mais c'est quand même très proche. Et ils définissent, les forgerons, ce qu'on appelle le draper point. C'est le moment où on commence juste à voir la couleur rouge. On l'estime autour de 800 Kelvin. Et puis après, ils arrivent en fonction de la couleur, à connaître la température de leur métal qui chauffe. Alors, vous voyez, ça évolue comme ça, avec des termes un petit peu entre le rouge, l'orangé, le jaune. Et puis, on arrive au métal chauffé à blanc. On est proche de 1500 Kelvin. Alors, 1500 Kelvin, ça peut vous paraître étonnant parce que c'est quand même, si on revient sur le diagramme de chromaticité, on serait ici, on serait donc vraiment dans du rouge très profond. Pourquoi le forgeron, lui, considère que c'est du blanc? Bien, il ne faut pas oublier que ce diagramme de chromaticité, en fait, c'est une projection hein, à luminance, même en théorie, c'est luminance nulle, enfin en tout cas à luminance très faible, et que finalement, le domaine de chromaticité se réduit fortement quand on est à haute luminance. Et finalement, quand le forgeron observe directement son métal chauffé, il observe des choses qui sont à forte luminance et on a l'impression que c'est du blanc. Donc on est à du blanc à 1500 Kelvin, on va dire. Alors évidemment, tout ça est relatif et dépend donc des conditions d'observation. Je vous prends un exemple complètement opposé avec l'observation des étoiles. Donc en astronomie, là c'est complètement différent puisqu'on a des points lumineux dans un espace complètement sombre. Et là, vous voyez que le blanc ne correspond pas du tout à celui du forgeron, on considère qu'on est dans ce qu'on appelle la zone qui est nommée A, là, correspond à ce qu'on considère comme
du blanc. Parfois, on prend même comme référence Sirius. Alors, Sirius, c'est 10 000 Kelvin en température de couleur. Donc, vous voyez que c'est rien à voir avec les 1500 Kelvin de tout à l'heure. Et notre Soleil, qui est à 6000 Kelvin, est considéré, classé comme une étoile émettant une lumière jaune. Donc voilà, pour donner le côté très relatif de ce qu'on appelle du blanc, une lumière blanche. Et pour poursuivre, cette fois-ci en éclairage intérieur. Donc éclairage intérieur, il faut imaginer dans une salle de classe, par exemple, avec des murs plutôt blancs. Là, on considère qu'on a une ambiance chaude autour de 3000, enfin en dessous de 3000 Kelvin. Ce qu'on pourrait appeler du blanc neutre, on ferait autour de 4000 Kelvin, 4000, 5000 Kelvin. Et enfin, au-dessus, vers 6000, 6500 Kelvin, on aurait du blanc froid. Donc voilà l'échelle un petit peu où on situe le blanc, ou on pourrait dire le blanc neutre, dépend vraiment des conditions dans lesquelles on fait cette observation. En éclairage extérieur, je vous montre cette photo parce qu'elle est prise, elle est intéressante. Elle est prise par la station, depuis la station internationale, spatiale internationale, de la ville de Milan, qui est une des premières villes à avoir basculé en LED. Donc, ils avaient traditionnel sodium haute pression essentiellement avant, donc avec 2000 Kelvin environ en température de couleur. Donc là, c'était en 2011. Et puis en 2022, voici la même image. Vous voyez que tout Milan a été en blanc beaucoup plus froid. C'est des LED blanches à 4000 Kelvin. Alors, c'est tout le problème d'être avant-gardiste, comme l'a été Milan. C'est que finalement, donc, avoir été les premiers à mettre des LED, c'est tout à fait louable. Mais maintenant, on revient beaucoup sur cette température de couleur et on ne mettra plus de 4000 Kelvin pour d'éclairage public. Je vais l'expliciter après. Voilà, vous avez en fait dans l'utilisation des températures de couleur, c'est segmenté selon les applications. En éclairage domestique, quand vous allez acheter une lampe dans un magasin, vous avez de fortes chances d'acheter finalement, même sans le vérifier, des lampes à 2700 Kelvin. C'est le standard. C'est pour quelle raison? C'est une ambiance chaude, puisqu'on est souvent chez soi le matin et le soir. Et pour retrouver un peu le cycle circadien, c'est le moment de la journée où le soleil est plus chaud, donc on apprécie davantage une ambiance plus chaude. En éclairage de bureau, où je pense là où vous êtes dans une salle de cours, le plus standard, c'est 4000 Kelvin. Alors pourquoi 4000 Kelvin? C'est un compromis, car vous avez souvent quand même des salles de bureau ou des salles de cours où vous avez un accès à la lumière naturelle. Et pour que le contraste soit pas trop fort entre les deux, le compromis qui a été trouvé, c'est 4000 Kelvin, une ambiance neutre. Si on avait choisi 2700 Kelvin comme en éclairage domestique, on verrait un contraste plus important. Et ce qui est problématique parce qu'on allume malgré tout les lumières, même quand il fait jour dehors. Donc, du coup, voilà, il faut limiter ces contrastes. Enfin, en éclairage public, alors c'est relativement récent. C'est une loi, alors je ne sais pas dans les autres pays comment ça se positionne, mais en France, il y a un arrêté qui a un peu chamboulé le domaine de l'éclairage, qui est l'arrêté contre les nuisances lumineuses pour la préservation de la biodiversité, qui date de décembre 2018. Et une des recommandations, ça c'est même plus qu'une recommandation, c'est une obligation, c'est de mettre des températures de couleur inférieures à 3000 Kelvin. Donc vous voyez que Milan n'aurait pas pu faire en France, enfin si l'installation avait été faite après 2018, n'aurait pas pu faire ce type d'installation avec 4000 Kelvin. Alors 3000 Kelvin a été choisi de manière arbitraire. Hein. C'est pour donc
on estime que la faune est moins sensible à des températures de couleur plus basses. Et cette valeur donc arbitraire est quand même très discutée actuellement, notamment par les écologues qui suggèrent il y a beaucoup de suggèrent en tout cas de réfléchir à soit l'adapter selon les lieux, soit même le baisser pour être plus proche selon les lieux également, pour être plus proche de 2000 Kelvin par exemple. Voilà. Donc actuellement c'est 3000, inférieur à 3000 Kelvin. Alors, mon deuxième chapitre sur les 7, donc c'est sur la lumière par incandescence. Parce que finalement, depuis avant l'électricité, la lumière était la lumière artificielle, pardon, c'est une lumière d'incandescence. Je vous ai mis quelques illustrations ici, hein, lampe à huile, chandelle, bougie, lampe à pétrole. On a une lumière qui a la couleur de l'incandescence. Alors, toute cette source de lumière, c'est de l'incandescence. Je vous ai dit l'incandescence, mais c'est d'abord de la combustion, hein. La combustion, je vous ai mis le petit triangle du feu. Il faut bien sûr un combustible. Alors, en éclairage, on a utilisé les trois, hein, du solide, par exemple du bois, du liquide, de l'huile, et l'éclairage au gaz. Le comburant, c'est exclusivement l'oxygène, hein, le dioxygène de l'air. Et enfin, il faut une énergie d'activation, par exemple lorsque vous allumez votre feu avec une allumette. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la combustion, ça n'explique pas l'incandescence. Et c'est même au contraire, parce que la combustion est incomplète, qu'on a de l'incandescence. La combustion est incomplète parce qu'il manque en fait de l'oxygène dans la flamme. Et finalement, il va se trouver des particules de carbone qui vont être dans la flamme et porter à très haute température, et donc vont rayonner, faire du rayonnement thermique, de l'incandescence, ainsi. Donc, pour avoir une flamme incandescente, il faut qu'il y ait combustion incomplète. Alors, je vous montre, à la fin du 19e siècle, on va dissocier. Je pense que c'est un des premiers systèmes où on dissocie vraiment combustion et incandescence. C'est le Beck-Hauer. Alors, le Beck-Hauer, c'est d'abord un bec benzène. Alors, vous allez me dire, la flamme est bleue, et vous avez raison. Mais si je vous avais mis une flamme incolore, on ne la verrait pas. Donc, imaginez que la combustion est complète et que la flamme est incolore. Là, la flamme est bleue. Pourquoi? C'est un autre phénomène, ce qu'on appelle la chimiluminescence. C'est lié au gaz utilisé qui est du butane et qui émet dans le bleu par la chimiluminescence. Mais pour nous, imaginez que vous avez une flamme incolore parce que vous avez réglé votre bec benzène pour avoir une combustion complète. Et vous superposez ici un matériau qu'on appelle un manchon incandescent, qui est un matériau solide sur la flamme et qui va être porté à haute température et qui va permettre de faire de l'incandescence. Et c'est le Beck-Hauer qui permet d'avoir des luminosités bien plus fortes que les autres systèmes d'éclairage qui existaient à l'époque, bien plus intenses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est à la fin du 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, vous avez une autre invention, c'est évidemment la lampe électrique inventée, enfin en tout cas commercialisée à grande échelle par Thomas Edison. Là, vous avez de l'incandescence, mais maintenant sans combustion du tout, puisque vous avez de l'incandescence en faisant passer un courant électrique dans un filament qui est chauffé. Voilà. Alors, quel est maintenant, bon, je vous ai parlé un petit peu de l'incandescence, on va parler de la couleur de l'incandescence. Eh bien, si je prends la lampe électrique, c'est un spectre qui est, enfin, c'est une émission qui est très proche d'un corps noir. Alors, comme c'est proche d'un corps noir, on peut dire plusieurs choses caractéristiques de ce spectre. C'est que le spectre, d'abord, est continu.
Donc continu, ça veut dire qu'il donne, qu'il répond pour toutes les longueurs d'onde, qu'il émet de la lumière pour toutes les longueurs d'onde, ce qui signifie qu'on a un très bon rendu des couleurs, et ce qui va être utilisé d'ailleurs comme référence pour définir les indices de rendu des couleurs. Deuxième chose, on voit que c'est un spectre qui augmente avec la longueur d'onde si on reste dans le visible. Après, vous voyez qu'il y a un sommet, ça décroît, mais ça décroît dans l'infrarouge. Donc dans le visible, vous avez un spectre qui est croissant. Ce qui fait que globalement, vous avez des sources qui manquent de bleu, clairement. Vous avez très peu de longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres dans l'halogène, dans les lampes à incandescence, halogènes ou pas d'ailleurs. Et c'est une des rares sources, pour ne pas dire la seule, où la température de couleur est proche de la température réelle du filament. Comme c'est quasiment un corps noir, c'est relativement proche. En pratique, on se rend compte que c'est légèrement au-dessus parce que la température de couleur est au-dessus de la température réelle du filament, car la lampe filament incandescent est légèrement plus sélectif dans le visible que le corps noir correspondant. Je vous montre les usages et les températures de couleur associées selon les usages. Comme je vous l'ai dit, en éclairage domestique, c'est 2700 Kelvin, c'est vraiment le standard. On peut trouver plus haut avec, par exemple, pour l'éclairage scénique. En plus, on utilise une technologie qui s'appelle lampe à halogène, mais c'est sur le principe, hein, ça reste des lampes à incandescence, où là, on peut monter jusqu'à 3000, 3200 Kelvin. Et puis, vous avez même de 3200 à 3400 Kelvin pour de l'éclairage, pour vraiment de la projection, pour des studios photos, où on peut monter encore plus haut. L'avantage de monter plus haut en température, c'est que vous avez souvent des sources qui sont plus puissantes et que vous augmentez légèrement l'efficacité lumineuse de votre lampe à incandescence. Par contre, au détriment que la durée de vie baisse, ce qui n'est, bon, voilà, selon l'usage, c'est pas forcément très embêtant. Mais par contre, pour l'éclairage domestique, où on veut quand même avoir des durées de vie relativement correctes, il n'y a pas d'intérêt à monter la température de couleur de trop. Deuxième technique, c'est tout ce qu'on appelle la luminescence. La luminescence utilisée pour l'éclairage. Finalement, c'est quoi la luminescence? C'est tout ce qui n'est pas de l'incandescence. C'est l'émission de lumière qui n'est pas de l'incandescence. Donc comme ça, c'est relativement simple. Et vous voyez, on met un préfixe selon la nature de l'excitation. Luminescence, ça veut dire émission de lumière, et bioluminescence, ça veut dire que l'excitation est d'ordre chimie biologique. C'est une réaction biochimique. Illustration d'utilisation de la bioluminescence. Vous voyez, dans bioluminescence, la luciole. Je note Glowy. Alors, malheureusement, c'est une compagnie, enfin une société qui n'existe plus depuis récemment, mais qui avait développé tout un prototype de système pour de bioluminescence pour l'éclairage, enfin plutôt pour de la signalisation, on va dire, en utilisant des algues bioluminescentes. Les feux d'artifice colorés sont de la chimiluminescence cette fois-ci. C'est souvent une réaction chimique qui initie l'émission de lumière colorée. On le retrouve aussi, comme je vous l'avais dit, avec le gaz, les flammes au butane, les flammes bleues. Ici aussi, hein, les bracelets colorés qu'on trouve en soirée, dans les boîtes de nuit, etc., eh bien, c'est initié en craquant le bâton lumineux, et c'est également de la chimiluminescence. Illustration dans la nature, là c'est de l'électroluminescence, donc c'est des courants d'électrons qui créent une sorte de décharge lumineuse, décharge luminescente. En fait, vous savez, hein, c'est les vents solaires qui s'infiltrent plutôt au niveau des pôles de la Terre
et qui, en rentrant dans l'ionosphère, crée donc il y a plein de réactions entre ions, et puis donc des excitations d'atomes qui créent des émissions de lumière. Alors le vert, c'est plutôt de l'oxygène, lié à l'oxygène ou le dioxygène. Et puis ce qui est plutôt mauve, c'est plutôt à l'azote. Voilà, c'est pour ça qu'on a ces deux principales couleurs qui apparaissent. L'électroluminescence, toujours l'éclair, qui est la manifestation lumineuse d'une décharge électrique finalement. Et puis en photoluminescence, là c'est de la phosphorescence. Je vous parle, c'est une société française, Polychrome, qui utilise par exemple des revêtements photoluminescents utilisés typiquement pour des voies cyclables, ce qui évite d'éclairer ces voies cyclables, ce qui est intéressant. Donc la lumière, on recharge le dispositif la journée, et puis ça émet une partie de la nuit. Alors, le schéma de la luminescence, il est toujours un peu de la même façon. Vous voyez, c'est un diagramme énergétique. Alors, il y a bien sûr plein de petites variétés, hein, mais le schéma de principe, en tout cas, est toujours le même. Vous avez une excitation, j'ai représenté par une flèche vers le haut. Donc, l'excitation, comme je vous l'ai dit, hein, ça dépend de la nature, hein, selon si c'est biologique, chimique, etc., qui va vous faire passer de votre atome, votre molécule ou votre solide d'un état fondamental vers un état excité. Et après, vous avez très souvent des transitions non radiatives, c'est-à-dire qui n'émettent pas de lumière. Et on va s'installer, je vous donne le plus commun, hein, vers le niveau excité le plus bas. Et enfin, de manière naturelle, la molécule ou l'atome va avoir tendance à revenir à l'état fondamental, l'énergie la plus basse. Et s'il le fait en émettant de la lumière, vous avez créé c'est de la luminescence. Vous remarquerez que la flèche d'émission est forcément plus petite que la flèche d'excitation. Donc, on émet à plus petite énergie que pour l'excitation. Alors, je vous montre comment est utilisée la luminescence dans des lampes électriques. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est un peu l'analogie de deux systèmes qui paraissent très différents, qui sont le tube fluorescent et la LED blanche. Et en fait, alors certes, c'est très différent, mais les principes sont quand même très similaires, vous allez le voir. Tout d'abord, l'enjeu, c'est de faire passer un courant électrique dans un matériau qui est au départ isolant. Ça peut paraître un peu absurde, mais c'est ce qui est fait. Alors, pour les décharges électriques, pour les tubes fluorescents, vous faites une décharge électrique donc entre deux électrodes dans un gaz. Ce gaz, c'est le mercure pour les tubes fluorescents. Donc, on a de l'électroluminescence, c'est-à-dire que c'est un courant d'électrons qui passe entre les électrodes qui vont provoquer. Alors, il y a tout un mécanisme, justement. D'abord, il faut rendre conducteur le gaz. Donc, vous avez un mécanisme de multiplication électronique où les électrons vont ioniser les atomes. Donc, ioniser, c'est vous créez un ion, mais vous multipliez les électrons. Et vous allez aussi exciter des atomes de mercure qui naturellement vont faire de l'électroluminescence, c'est-à-dire vont revenir à l'état fondamental en émettant de la lumière. Pour le mercure, il y a quelques raies dans le visible, mais vous avez surtout la raie fondamentale et la raie de résonance, et dans l'ultraviolet à 254 nanomètres. Donc vous avez une lampe qui émet un peu dans un blanc pas terrible, et surtout de l'UV. Donc pour le transformer en tube fluorescent, il faut quoi d'autre? Comme son nom l'indique, de la fluorescence. C'est de la photoluminescence, c'est-à-dire que l'UV va exciter les poutres fluorescentes qui sont sur la paroi interne du tube et qui vont émettre de la lumière blanche. Le schéma, je le garde pour expliquer ce qu'est une LED. Une LED, c'est la même chose, sauf que vous ne faites pas une décharge dans un gaz, mais vous faites passer un courant électrique dans un semi-conducteur solide.
et de taille, là on n'est plus sur les mêmes dimensions, on est vraiment sur des tailles beaucoup plus petites. Le truc, c'est la même chose, hein, c'est qu'initialement un semi-conducteur c'est un isolant, et bon, vous faites tout un procédé, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'est une jonction PN, mais enfin voilà, vous créez, vous faites passer le courant dans ce semi-conducteur, et en faisant passer le courant, vous arrivez à faire des recombinaisons électrons-trous, électrons dans la bande de conduction, trous dans la bande de valence, et si vous avez le bon matériau, bien, ça émet de la couleur, et vous avez créé une LED. Alors une LED, ça émet de manière colorée. Donc, on va prendre, et vous allez vite comprendre pourquoi, la LED bleue. Donc, le premier phénomène, c'est l'électroluminescence qui permet d'avoir une LED bleue. Et le deuxième phénomène, eh bien, c'est exactement pareil que pour le tube fluorescent, c'est la photoluminescence, c'est-à-dire vous avez différents procédés pour le faire, mais on va mettre alors en anglais on dit phosphore, et en français luminophore. Donc le bleu va exciter ces luminophores, une partie du bleu va être émise et une autre partie va être transformée par fluorescence dans le jaune. Bleu plus jaune en synthèse additive, ça vous donne une sorte de blanc. Je vous montre à présent les lampes à décharge utilisées pour l'éclairage public en haute pression. Très rapidement, hein. Le ballon fluorescent, c'est quoi? C'est quelque chose qui est obsolète, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est simplement du mercure à haute pression, et comme il manque un peu de rouge, on met de la fluorescence pour assurer cette partie rouge. Vous avez le sodium haute pression, et puis vous avez les lampes aux halogénures métalliques ou au iodure métallique, qui sont, voilà, c'est les trois technologies qui ont été utilisées en éclairage public avant l'arrivée des LED. Vous aviez au XXe siècle finalement une segmentation des technologies en fonction des usages. C'est un peu sommaire, mais c'est quand même pas mal vrai. En éclairage domestique, on utilisait essentiellement des lampes à incandescence. Pour l'éclairage de bureau, salle de classe, beaucoup des tubes fluorescents. Et pour l'éclairage public, quasiment que des lampes à décharge haute pression. Là, vous voyez, on comprend aussi un petit peu les usages. Les tubes fluorescents, vous aviez des lumières diffuses, donc c'était intéressant pour des usages de tertiaires. Et pour l'éclairage public, il vous faut des lampes puissantes et relativement ponctuelles pour pouvoir ensuite faire la photométrie avec les réflecteurs. Donc les seules lampes qui répondaient à ce cahier des charges, c'était les lampes haute pression. Alors, maintenant, là, je vous ai parlé, c'est plutôt finalement de l'éclairage général dont je vous ai parlé. Et maintenant, je vais en venir aux lampes qui émettent directement de la couleur. Et comme je vous l'ai dit en introduction, c'est finalement plutôt l'exception que la règle générale où on veut plutôt faire du blanc. Alors, ça, c'est une recherche personnelle. Je ne sais pas si mon affirmation va être correcte. Mais il semblerait que la première source monochromatique qui a été conçue, c'est par Brewster, on est en 1822, et c'est en rajoutant de l'alcool salé dans une flamme, et la présence de sodium vous fait une flamme monochromatique à 589 nanomètres. Beaucoup plus documenté, c'est les systèmes spectroscopiques qui a été mis en place par Kirchhoff et Bunsen. C'est un duo qui a bien fonctionné et qui a développé la spectroscopie, hein. Kirchhoff, c'est un peu le physicien de l'équipe, et Bunsen, le chimiste. Donc, vous avez le Beck-Bunsen qui va être utilisé, hein, et ils vont rajouter des sels métalliques et voir, en étudiant le spectre de ces flammes. Et vous avez voilà, des différentes spectres d'émission. Donc, c'est comme c'est des spectres de raies. Et on peut voir l'analogie avec les raies sombres, certaines raies sombres du spectre solaire.
Et vous avez la correspondance qui est la base de la spectroscopie, spectrométrie développée par Kirchhoff, c'est-à-dire que finalement, ces raies d'émission ou d'émission ou d'absorption sont des signatures de ces éléments-là. Et puis, c'est grâce à ce type de technique qu'on a pu identifier de nouveaux éléments qui ont rempli les cases du tableau de Mendeleïev. Donc, c'est vraiment un dispositif, ces flammes colorées, pour la recherche, pour le développement scientifique. Autre dispositif, et également un dispositif de laboratoire, on pourrait dire aussi un peu de cabinet de curiosité, même si au XIXe siècle, c'est plus tout à fait, c'est un petit peu tout à fait comme ça que ça se présente. Mais voilà, c'est des tubes de Gessler, vous faites une décharge électrique dans un gaz auquel, là encore, vous ajoutez des sels métalliques. Et selon les sels métalliques que vous mettez, vous avez des sources de lumière colorées. Mais c'est vraiment des dispositifs pour laboratoire. Et nous sommes en 1910 et arrive le tube néon. La contribution de Georges Claude, en fait, on lui présente un tube de Gessler avec du néon qui a une très belle couleur rouge. Et tout son mérite va être de le commercialiser, d'en faire un produit commercialisable. Je parle de Georges Claude parce que donc il est français et on l'appelait à l'époque l'Edison français. Il est tombé dans l'oubli pour une bonne raison, c'est qu'il s'est compromis, mais compromis largement dans la collaboration, comme beaucoup d'industriels français, hein, malheureusement. Mais lui, il l'a fait de manière peu discrète et voilà. Et donc, on passe sous silence, mais enfin, néanmoins, ça reste quand même un ingénieur de talent. Et c'est lui notamment qui a fondé la société Air Liquide, qui est toujours une grande société du CAC 40. Comme il savait liquéfier l'air, du coup, il savait aussi le distiller. Et distiller l'air, vous pouvez distiller bien sûr l'azote, l'oxygène, mais aussi les gaz rares. Donc, il a réussi à distiller le néon et il a réussi donc à fabriquer et commercialiser ce tube néon, ce qui est, à ma connaissance, le premier dispositif d'éclairage coloré qui est commercialisé. Alors, ça va avoir un succès immédiat. En France, là aussi, vous avez ici une photo en 1925 d'un quartier de Paris, mais aussi dans le monde entier, aux États-Unis en particulier. Et toute la publicité lumineuse va être faite avec cette technologie jusqu'à l'arrivée des LED, hein, donc pendant tout le XXe siècle. Et en fonction des... Alors évidemment, le néon, c'est le rouge, mais en fonction des éléments que vous mettez, vous pouvez obtenir différents types de coloration. Voilà, c'est pour illustrer mon propos. Les néons ont beaucoup été utilisés par des artistes contemporains. Là, vous avez ici de Stéphane Antonakos. Ça s'appelle Carré de néon incomplet rouge. Alors, je vous parle maintenant du sodium haute pression. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. À l'amorçage, la lampe de sodium haute pression passe par le basse pression. Et c'est intéressant de vous montrer le spectre, comment il évolue au moment de l'amorçage. Si j'arrive, voilà. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peu importe, j'avais une petite animation qui ne fonctionne pas. Là, vous avez les spectres. Donc là, à 30 secondes, vous avez l'arrêt à 589 nanomètres. C'est l'arrêt du sodium basse pression, ray de résonance. Et puis ici, c'est au bout d'une minute.
et ici au bout de 120 minutes, de 2 minutes. Donc vous avez un spectre, et c'est pour ça qu'on passe en haute pression, c'est que vous avez un spectre plus riche, donc une lumière un peu plus blanche, la température de couleur augmente un petit peu. Euh, donc un rendu des couleurs a priori meilleur. Et ce qui est une petite caractéristique intéressante aussi à montrer, c'est que vous voyez que la raie de résonance à 589 est auto-absorbée quand on est à haute pression. En fait, l'amorçage se fait à basse pression et plus on passe dans le temps, plus la pression augmente progressivement. Et il y a en fait dans la technologie des lampes à sodium haute pression un compromis entre l'efficacité lumineuse et l'indice de rendu des couleurs. Ça, c'est vraiment un point qu'on peut pas, auquel on peut difficilement s'affranchir, c'est que plus vous augmentez la pression, plus vous avez un spectre riche, donc vous allez avoir un meilleur rendu des couleurs, mais ça se fait au détriment d'une efficacité lumineuse qui va être moins bonne. Et on l'a fait, dans certains cas, ils ont privilégié donc l'indice de rendu des couleurs, et ils ont appelé ça le white sodium, ce qui est un peu presque une antinomique, mais voilà, du sodium haute pression qui avait un rendu avec une température de couleur encore un peu plus élevée. On peut faire aussi de la couleur avec les lampes aux halogénures métalliques. Je vous en ai pas parlé, mais je vais très rapidement, la technologie, c'est quoi? Vous êtes à haute pression et vous obtenez une couleur relativement blanche en mélangeant des vapeurs métalliques sous forme d'halogénure. Je ne vais pas rentrer dans les détails technologiques, mais c'est plus intéressant sous forme d'halogénure. Et alors, ces lampes vous permettent d'avoir du blanc, c'est très intéressant. Ça a été, avant que les LED arrivent, c'était ce qui était le plus prometteur au niveau de l'éclairage public. Avec un des soucis, c'est souvent au moment de l'amorçage, eh bien, comme vous aviez plusieurs vapeurs métalliques, vous aviez des couleurs qui étaient très changeantes, qui pouvaient passer du vert, voilà, des couleurs un peu bizarres, avant de se stabiliser dans la couleur blanche finale. Alors là, c'est un mélange généralement de 3 vapeurs métalliques, mais si vous sélectionnez qu'une seule vapeur métallique, vous pouvez faire une lumière colorée en halogénure métallique. Alors, très sincèrement, c'est très peu commercialisé, hein. Donc, j'ai trouvé cette publicité-là, surtout que maintenant, c'est plus commercialisé, hein, avec les LED, on n'en parle plus, mais j'ai trouvé cette publicité-là où ils proposaient donc des tubes, des lampes halogénures métalliques qui émettent dans certaines couleurs. J'ai eu aussi cette photo que j'ai pu trouver où ça émet plutôt dans le violet. Voilà le principe de coloration. Maintenant, les tubes fluorescents. Là encore, les tubes fluorescents, on parle beaucoup de tubes fluorescents qui émettent dans le blanc. Bon. Voici le spectre du mercure basse pression. Alors, mon spectrophotomètre, là, il capte que dans le visible. Donc, on a quelques raies dans le visible. La raie la plus importante, c'est la raie verte à 546 nanomètres. Mais n'oubliez pas qu'il y a une raie qu'on ne mesure pas et qui est la raie de résonance à 254 nanomètres. Et après, c'est cette lumière ultraviolette qui va être transformée dans le visible par les poudres fluorescentes. C'est en fait des mélanges de poudres fluorescentes pour avoir une lumière blanche. Mais si vous sélectionnez, pareil, là, simplement les poudres qui émettent dans le bleu, dans le vert ou dans le rouge, vous pouvez obtenir des lumières bleues, vertes et rouges respectivement. Vous voyez, petit détail quand même, donc on voit bien les spectres qui va dans chaque gamme de longueur d'onde. On conserve les raies du mercure dans le visible puisqu'ils sont là et ils ne nous gênent pas trop. Alors c'est vrai pour le bleu, c'est vrai pour le vert, mais ce n'est pas vrai pour le rouge. Vous voyez qu'il n'y a pas la raie verte à 546 nanomètres. Comment ils ont fait? Tout simplement en absorbant cette raie verte, c'est-à-dire que les poudres fluorescentes là, sont colorées rouge. Donc ils absorbent cette raie verte. S'il y avait cette raie verte, on aurait sans doute une couleur bien moins jolie, bien moins rouge vif, et sans doute un petit peu orangé, qui ne serait pas satisfaisant. Dans le vert, évidemment, on n'a pas ce problème-là, et dans le bleu, ce n'est pas gênant non plus. On garde l'arrêt. Alors, du coup, ça veut dire que
Quand le tube fluorescent est éteint, le tube rouge a une couleur rouge, alors que les tubes bleus et vertes ont des poutres fluorescentes qui sont blanches. J'en arrive au LED, parce que vous savez que les LED, voilà, c'est la révolution technologique qui a emporté toutes les autres technologies. Le premier LED fabriqué, c'est Nicoloniac, qui était ingénieur à la General Electric, qui crée la première LED rouge et qui, pendant des décennies, vont être limitées à des applications en signalisation. Il y a une révolution à partir des années 90, grâce en particulier à Jushi Nakamura, qui va persévérer dans l'utilisation du nitrure de gallium et qui va permettre d'obtenir une LED bleue. C'est une barrière technologique qui existait à l'époque. On n'arrivait pas à faire du bleu de manière efficace. Il y parvient dans les années 90. Et une fois qu'on a du bleu, comme je vous l'ai expliqué, en mettant des luminophores qui émettent dans le jaune, on arrive à faire les premières LED blanches et il sera récompensé, lui et d'autres, avec le prix Nobel de physique en 2014, qui est relativement rare hein, de mettre un prix Nobel pour une application, j'allais dire, très concrète et pour un travail, j'allais dire, plus d'ingénieur que de scientifique. Alors, les avantages sont très nombreux. Ça gagne un petit peu sur toute la ligne. Une efficacité lumineuse très élevée. La durée de vie, en plus, est significativement plus élevée aussi. Hein. On est sur des durées vraiment très longues. Ça permet aussi, je vous ai dit, la source en elle-même est plus efficace, mais aussi le luminaire présente un rendement, un meilleur rendement. Pourquoi? Parce que la LED émet dans un hémisphère. Vous n'avez plus besoin d'utiliser des réflecteurs qui vous rabattent la lumière qui est mise par le haut, donc il y a toujours un peu de perte. Là, vous gagnez pas mal aussi ici. C'est beaucoup plus simple. On passe dans le domaine de l'optoélectronique. Le management électrique est beaucoup plus efficace. C'est le problème des lampes à décharge. Les lampes à décharge ont beaucoup de qualité, mais c'est difficile à gérer d'un point de vue électrique, notamment pour grader la lumière. Enfin, c'est des couleurs qui sont saturées et ça donne la possibilité de faire de la synthèse additive des couleurs. Voilà, là, c'est simplement le petit schéma qui vous donne le tableau des différents matériaux qui sont utilisés en fonction des couleurs d'émission. Vous voyez, c'est souvent. Alors, on a l'habitude pour les semi-conducteurs de parler de silicium, de germanium, mais eux n'émettent pas de la lumière. On est plutôt sur des composés, vous voyez, soit ternaires, soit binaires, soit ternaires, et qui, selon les compositions, vous permettent de tenir toutes ces couleurs. Voilà, je vous donne des exemples de 4 spectres de LED bleu, verte, jaune et rouge. Et leur position dans le diagramme de chromaticité, vous voyez qu'ils sont très proches. Alors, ils ne sont pas monochromatiques, mais ils sont très proches, avec donc une pureté d'excitation assez élevée. Et puis, donc, là, je vous ai mis les longueurs d'onde dominantes pour ces 4 LED. J'ai un petit peu évoqué ça avec les LED, c'est la synthèse additive des couleurs, qui est la base utilisée lorsqu'on utilise des LED colorés. Alors, je vous présente pour commencer un tableau de Carlos Trudiez. Pourquoi? Parce que quand on pense à synthèse additive, on pense à lumière colorée et synthèse par des lumières colorées. Mais on peut faire cette synthèse également en synthèse, enfin, avec de la peinture, comme c'est présenté ici. Vous voyez, avec les raies vertes et les raies rouges, et la juxtaposition vous permet de créer un triangle jaune par synthèse additive. Voilà, la synthèse additive, le plus classique, c'est la superposition de projections de faisceaux colorés. Mais vous pouvez aussi l'obtenir par fusion
optique temporelle. Là, vous voyez, c'est un petit disque qu'on fait tourner et puis le mélange vous donne, selon le dosage que vous avez, peut vous donner un aperçu blanc. Et puis, par fusion spatiale, comme dans le tableau précédent, mais aussi ce qui est utilisé dans les écrans, où vous savez qu'un pixel, finalement, c'est la juxtaposition du rouge, vert et bleu. Alors, je vous présente là la synthèse additive avec les primaires RGB en fonction des technologies. Alors, très rapidement, vous voyez. Alors, ce qui est intéressant dans ce diagramme de chromaticité, c'est que il est pratique pour la synthèse additive puisque c'est linéaire. Donc, si vous faites la synthèse entre deux couleurs, vous savez que le mélange va se trouver sur le segment qui relie les deux points du diagramme de chromaticité. Et si vous faites de la synthèse avec trois couleurs, trois primaires, ce qui est le plus classique, vous avez toutes vos couleurs qui est dans le triangle avec les sommets R, G et B. Donc voilà, vous avez les CRT, c'est les anciennes télévisions à canon électronique, les LCD pour les écrans classiques, les écrans plats classiques. Si vous utilisez des LED, donc vous avez des triangles de plus en plus grands, avec des lasers et des primaires monochromatiques, c'est le grand triangle qui est noir ici. Évidemment, donc ces synthèses, donc vous pouvez atteindre, c'est-à-dire le gamut des couleurs, c'est ce qu'on appelle le gamut des couleurs, c'est l'ensemble des couleurs qu'on peut atteindre par cette technologie et représenter à l'intérieur de ce triangle. Et ce gamut dépend de la technologie et même sur une même technologie des primaires qui ont été choisis pour cette technologie. Alors je vais faire juste un petit focus sur justement qu'on appelle ça la recommandation 2020 pour l'ultra haute définition TV. Donc ils ont choisi ces primaires, des primaires déjà monochromatiques. Si on veut avoir un gamut assez large, il faut choisir être des primaires monochromatiques si c'est possible. Donc, ce qu'ils ont recommandé, c'est 467 nanomètres pour le bleu, 532 nanomètres pour le vert, 630 nanomètres pour le rouge. Il faut comprendre qu'il y a un compromis malgré tout, surtout pour les primaires bleus et rouges, car on pourrait se dire, on pourrait avoir un gamut encore plus large. Je ne sais pas si on choisissait par exemple 400 nanomètres et 700 nanomètres, on aurait un gamut un peu plus large. Mais là, il y a un compromis, car si on choisit le problème d'avoir du 400 nanomètres ou du 700 nanomètres, c'est que vous avez des sources de lumière avec une efficacité lumineuse extrêmement faible, parce qu'on est vraiment en bordure du domaine du visible. Et donc, il faudrait mettre des puissances énormes pour arriver à avoir un peu de luminosité. Donc, il y a un compromis entre le gamut des couleurs et l'efficacité lumineuse des primaires rouges et bleus, qui sont aux extrémités du spectre. Alors, on peut aussi augmenter le nombre de primaires. Typiquement, on a des projecteurs ou des luminaires en RGB. Alors, classiquement, on rajoute de l'ambre ou du blanc. Mais le but ici, ce n'est pas tellement d'augmenter le gamut, c'est plutôt d'avoir un réglage plus fin pour atteindre les blancs, en tout cas la courbe du corps noir. Car si vous êtes qu'en RGB, c'est très difficile de bien régler le blanc. Et voilà, dès que vous changez un tout petit peu une des primaires, vous décalez complètement le blanc et c'est tout de suite visible et difficile. Donc, voilà. Donc, si vous avez typiquement, si vous avez du blanc, vous partez sur votre primaire blanche. Et puis après, le RGB vous sert à contrôler, à affiner un petit peu comment vous voulez faire varier ce blanc. Pareil pour l'ambre. L'ambre, l'avantage, c'est qu'il est très proche du corps noir. Et donc, on peut atteindre plus facilement les blancs en partant de l'ambre et puis en ajustant, en rajoutant notamment du bleu et un peu de vert, si nécessaire. Je vous présente là c'est pour de l'éclairage scénique avec 8 primaires. Donc, deux buts, avoir un gamut plus large
et encore une fois, avoir des réglages colorimétriques plus fins. C'est ça qui est intéressant dans ce type de projecteur. Donc, c'est un projecteur avec 8 types de LED pour l'éclairage scénique. J'arrive à mon avant-dernière couleur et avant-dernier propos. C'est Lionel, juste une petite. oui, L'heure tourne. Et oui. si tu arrives à faire, oui, très disons, synthétique pour les derniers points. Je vais aller très vite. Ça marche. Simplement, c'était simplement pour vous dire, voilà, la lumière blanche colorée avec des filtrages. Je vous mettais l'exemple des vitraux, et là, c'est un vitrail particulier de Richter qui s'inspire d'une peinture qu'il a réalisée en 1974. Je vais être très rapide, simplement pour vous dire qu'on a également ce type de filtrage dans les écrans LCD avec le bleu, vert et rouge. C'est finalement des filtres colorés juxtaposés qu'on utilise beaucoup en éclairage scénique. Avec là, je vous ai mis l'e-filter, avec le panel de couleurs, la gamme de couleurs proposée par l'e-filter. Et je voulais simplement, mais je vais donc du coup passer un petit peu là sur la différence entre les filtres absorbants et les filtres interférentiels. Bon, comme le temps tourne, je vais passer ça. Je vais plutôt passer directement à ce qui me semble peut-être plus intéressant sur l'utilisation des lumières colorées dans l'espace public. Pour vous dire que, eh bien, finalement, dans l'espace public, on a beaucoup de lumières colorées qui sont standardisées, le vert de la pharmacie, des couleurs, les feux tricolores, les feux arrière des voitures. Là, c'est les voitures, les phares, enfin les voitures de police, par exemple. Et c'est beaucoup utilisé. Deuxième utilisation fréquente, c'est pour la publicité lumineuse, que ce soit dans les grandes villes asiatiques aussi, ou même dans le. Alors parfois, pas toujours avec grande réussite, dans les centres commerciaux en périphérie de ville. Je note simplement un décret, alors peut-être que ça ne va pas suffisamment loin, de 2022, où il est maintenant demandé que les publicités lumineuses soient éteintes entre 1h et 6h du matin. Alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que pour l'éclairage architectural, j'aimerais terminer là-dessus, c'est que les couleurs sont finalement, avant les LED, c'était pas fréquent, et c'était, sauf peut-être pour de l'éclairage non permanent, non pérenne. Je vous donne l'exemple de Pierre Bidault, qui est décédé en 2021 et qui était un grand concepteur lumière, qui a un petit peu renouvelé le métier et qui a fondé l'association des concepteurs éclairagistes et concepteurs lumière, avec notamment la Tour Eiffel. On est en 1985, c'est un peu sa réalisation phare. Et vous voyez que dans les exemples que je présente ici, il arrive à créer, à montrer vraiment l'architecture, mais sans jouer sur la couleur. Hein. C'est simplement des intensités lumineuses qui sont modifiées et qui embellit l'architecture, qui met en valeur l'architecture. Donc, c'est très peu fréquent en éclairage pérenne. Je vous donne un contre-exemple. C'est Yann Kersalé, qui est pour le coup, qui est un concepteur lumière très reconnu, qui est intermédiaire entre concepteur lumière et artiste contemporain, et qui a éclairé dès 1994 le pont de Normandie, avec notamment, il y a des lumières blanches, mais il y a aussi des lumières bleues. Mais je vous montre quand même le principe. C'est 64 projecteurs de 1000 watts en lampe halogène, filtrés avec des filtres bleus. Donc, comme l'halogène, il y a très peu de bleu. Si vous filtrez le bleu, ça fait vraiment des consommations de 64 000 watts. Et une rénovation en LED bleu, on est en 2009, donc bien il y a longtemps quand même, hein, c'est-à-dire les LED n'étaient pas encore aussi performantes qu'aujourd'hui. Eh bien, on a remplacé, vous voyez, par simplement 1700 watts pour un effet à peu près similaire. Donc, c'était un peu une aberration un peu d'un point de vue consommation énergétique. Alors, avec les LED, on arrive à des couleurs très saturées. C'est beaucoup utilisé pour l'éclairage dynamique et même à présent pour des projets d'éclairage pérenne.
On peut, comme c'est de l'éclairage dynamique, on propose des scénarios d'éclairage. Et malheureusement, j'allais dire, tous les projets ne sont pas réalisés avec un concepteur lumière. Et dans ces cas, eh bien, c'est souvent le client qui est roi. Et en l'occurrence, là, le client, c'est un élu. Alors, je vous donne un exemple, c'est-à-dire qu'un élu va demander d'éclairer sa mairie. Eh bien, qu'est-ce qu'il va vouloir avoir? Il va vouloir avoir du bleu, blanc, rouge sur sa mairie. Je ne dis pas que c'est pas réussi, hein, c'est simplement que est-ce que ça a un sens d'avoir ce type d'éclairage qui est une redite hein, d'ailleurs parce qu'ils ont l'obligation d'avoir un drapeau tricolore devant leur mairie. Donc voilà, je pense que le concepteur lumière doit apporter une réponse qui soit rationnelle et qui aille au-delà de la demande stricte des élus. Et je vous donne aussi une autre tendance, c'est que les façades maintenant servent de support d'illumination pour des messages symboliques, puisqu'on arrive à avoir de l'éclairage dynamique avec des différents scénarios. Voilà, je laisse, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, mais voilà, par exemple, typiquement le mois d'octobre, octobre rose, voilà, pour la prévention sur le cancer du sein, vous voyez que chacun interprète le rose à sa façon. Et puis un autre exemple, il y a 2 ans, avec l'entrée en conflit, enfin, de la Russie en Ukraine. Tous les bâtiments se sont colorés avec le drapeau ukrainien. Là, avec des exemples, là je parle strictement d'un point de vue éclairage qui sont plutôt réussis et peut-être un peu moins dans les exemples suivants. Là, vous voyez les chutes de Niagara où le drapeau est à l'envers. Alors, c'est pas du tout une critique sur ces choix d'éclairage, d'autant plus que c'était un choix qui a été fait dans les jours qui ont suivi l'invasion russe. Donc, c'était une marque de solidarité envers les Ukrainiens qui semble vraiment important. Mais c'est aussi, 2 ans après, aussi un peu un symbole d'impuissance de nos démocraties occidentales. Après, la question est vraiment de savoir est-ce que l'éclairage de ces bâtiments publics doivent servir à ces supports pour des messages voilà, de soutien. C'est une question ouverte. Et je termine là-dessus. C'était simplement pour vous montrer, voilà, je n'ai pas trouvé 50 000 exemples, c'était pour vous montrer que la couleur, c'est un choix possible pour l'éclairage architectural. J'ai remis Yann Kersalé. Là, comme c'est du rouge, c'est moins problématique d'un point de vue énergétique. J'ai mis Yann Kersalé parce que c'est un précurseur. Là, ça date de 1993. Et il a donné une signature rouge au dôme proposé par Jean Nouvel de l'Opéra de Lyon. Et puis là, un exemple beaucoup plus récent que j'ai trouvé plutôt réussi, là qui est à Paris, Central Seine, ça s'appelle, avec cet éclairage bleu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Désolé d'avoir dépassé encore un petit peu, mais voilà, je suis ouvert évidemment à toutes les questions si vous n'avez pas trop faim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lionel.